On me demande souvent est-ce qu'il faut vendre son bitcoin quand il atteint 100 000. Bah j'en sais rien, votre conviction a changé, oui ou non? Si tu connais les niveaux de prix qui t'intéressent, mets des ordres limites, après retourne dans le camion, comme ça tu fais autre chose. Donc c'est génial. En fait vous vous enrichissez pendant que vous vivez grâce à l'argent de la banque. Donc vous faites quoi au bout des 5 ans du prêt? Bah vous relancez un nouveau prêt, Moi j'ai eu dégâts des eaux, j'ai eu locataire qui ne paye pas, j'ai eu un syndic incompétent que j'ai dû virer, des AG complètement lunaires avec... On passe une demi-heure à essayer de se connecter à Zoom, enfin vous voyez, c'est un cauchemar en fait. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène dans le camion avec un chauffeur routier qui fait du stock picking. C'est parti. Chauffeur routier, figurez-vous que c'était le métier que je rêvais de faire quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais des bouquins où je voyais les cabines des chauffeurs et tout. Je trouvais ça génial. En tout cas, métier très dur, donc bravo à toi de le faire parce que c'est vraiment très solitaire, je pense. Patrimoine brut, patrimoine net, 107 000 €, donc pas mal. Célibataire, 24 ans, chauffeur routier, départ à la semaine. Donc j'imagine que tu reviens le week-end, plutôt cool aussi pour avoir une vraie vie de famille. Salaire de 3 300 à 4 000 € par mois, c'est quand même pas rien du tout, donc c'est des bons salaires. Je suis sans héritage, je te garantis donc, sans héritage, ça c'est toujours des profils qu'on aime bien. En tout cas, on voit très action et fond, t'es très chaud. Mon objectif est d'avoir le plus gros patrimoine possible, mais figurez-vous que c'est un objectif, on me dit souvent, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, mais juste avoir plus de patrimoine le plus possible, c'est un objectif qui est tout à fait valable. À titre personnel, j'ai pas non plus d'objectif très précis, j'ai pas de chiffre en tête, je me dis juste, moi j'ai envie d'augmenter mon patrimoine le plus possible, point barre, c'est déjà pas mal. Pourquoi ne pas générer un revenu passif de 3 000 € par mois dans 15-20 ans pour pouvoir profiter de ma vie de famille? Pourquoi pas, on va voir. Objectif, obtenir un crédit Lombard dans 10-15 ans. Alors, je pense que le crédit Lombard, c'est un moyen, c'est pas un objectif. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce crédit Lombard? Je ne sais pas. Peut-être vivre du crédit Lombard. Pour rappel, le crédit Lombard, c'est un crédit, ça a été inventé par les banquiers lombards, donc les banquiers italiens, qui sont les banquiers les plus, je pense, les plus vieux de notre belle Europe. Donc en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre des actifs en garantie, en collatéral, comme on dit, par exemple des actions, des fonds, des ETF, n'importe quoi. Ils peuvent même prendre une maison, et en contrepartie de cette garantie, ils vont vous prêter, ils vont faire un prêt, et donc c'est des prêts in fine généralement, donc c'est-à-dire qu'on rembourse le capital à la fin, on paye que des intérêts pendant la durée du prêt, et c'est vrai que c'est la technique qu'utilisent les grosses fortunes, donc elles ont par exemple une assurance vie avec on va dire 100 millions d'euros de titres, de plein de choses, et elles vont utiliser un prêt Lombard, un crédit Lombard qu'elles vont contracter auprès d'une banque privée généralement, via un assureur auprès d'une banque privée. Elles vont donc mettre en garantie, on va dire, leurs 100 millions d'euros. Si c'est que des actions, elles vont obtenir une LTV, une loan to value, on va dire de 60%, donc ils vont pouvoir emprunter jusqu'à 60 millions d'euros, et c'est comme une ligne de crédit à la demande, donc ils peuvent tirer à la demande, en fait, ils peuvent, comme s'ils avaient un distributeur automatique, s'ils ont besoin de 10 millions, ils y vont, ils les prennent, et s'ils n'ont pas besoin, ils les prennent pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qui est pas mal, c'est que ça leur permet d'être 100% investis d'un côté et de vivre à crédit de l'autre. Et à une époque, rappelez-vous, les taux étaient très bas, les taux étaient même négatifs en Allemagne, enfin en tout cas les taux du Bund allemand, et donc ça voulait dire que le crédit Lombard, généralement, c'est les taux de la BCE plus 1%, donc actuellement on doit être la BCE elle est à 3,16% de mémoire, Banque Centrale Européenne, donc on doit être à 4,16% puisque la banque prend une marge, la banque qui vous prête. Mais à l'époque on était à 0,25% de taux de la BCE, donc vous rajoutez 1%, ça fait 1,25. Donc vous empruntez à 1,25. Votre capital il est placé en bourse. La bourse historiquement, rappelez-vous, ça fait entre 8 et 10% par an. Donc c'est génial. En fait vous vous enrichissez pendant que vous vivez grâce à l'argent de la banque. Donc vous faites quoi au bout des 5 ans du prêt? Vous relancez un nouveau prêt, Et ça, c'est des schémas qu'on a beaucoup vus. Aujourd'hui, c'est un peu moins intéressant parce que forcément, le gap entre le rendement de la bourse et le rendement du Lombard, qui s'est un peu réduit, mais bon, on est toujours à 4,5%, on va dire, de coût contre une performance de 8-9% pour la bourse. Voilà. Mais à l'époque, pendant une époque, c'était vraiment de la folie. Mais c'est un crédit qui est plutôt accessible aux riches, mais vous allez voir qu'il y a des techniques pour l'obtenir, même si vous n'avez pas un patrimoine en millions. Le cash flow de notre ami le routier, donc 3 500 €. Waouh, énorme. Donc 2 000 € d'investissement mensuel, donc toi tu vas vraiment très directement, t'as bien raison. 1 000 € sur le PEA, 1 000 € sur le CTO, donc ça je ne suis pas sûr pourquoi, mais on va regarder tout à l'heure. 530 € de vie quotidienne, courses, restaurants, vacances, donc je ne sais pas pourquoi t'as pas de loyer, peut-être que t'es propriétaire de ton appart, mais t'avais pas de dette, donc pas sûr. Peut-être que tu ne payes pas, t'as un logement de fonction, je sais pas, ou tu vis chez tes parents. Abonnement 58 € et voiture, un petit peu de dette et d'assurance et de machin pour ça. Ok. J'investis 2 000 € minimum sur 2 supports, full stock picking. Attention les stock pickers, là vous allez être content puisque vous avez un des vôtres. Je fais du stock picking aussi, mais j'en fais très peu. J'en fais à la marge et ça m'amuse bien. Je partage régulièrement mon CTO, je partagerai bientôt mon PEA sur lequel je fais aussi un petit peu de stock picking, mais à la marge. Sur l'assurance vie pour le coup j'en fais pas du tout, mais j'en fais à la marge pour m'amuser. Donc PEA 1 000 € 4 actions, CTO 1 000 € 11 actions. Je fais du DCA, dollar cost average, j'investis en gros une somme fixe tous les mois ou toutes les semaines. Je n'investis pas dans toutes les actions tous les mois, j'attends des prix raisonnables et lorsqu'il me semble raisonnable, j'investis des alertes, il se peut que je n'investisse pas pendant un mois complet. Alors c'est intéressant, je pense que
que ça peut s'optimiser en faisant ce qu'on appelle des ordres limites. Donc typiquement, vous allez sur votre courtier. Allez au hasard, on va dire Bourse Direct ou Bourseau, Trade Republic, n'importe quoi. Bientôt Finari, le compte titre. Vous allez sur votre courtier et vous pouvez mettre un ordre au marché, donc vous achetez tout de suite, ou vous pouvez passer un ordre limite buy ou limite achat. Et donc avec ça, vous allez pouvoir définir votre prix auquel vous voulez acheter. Donc si par exemple tu te dis, le titre, je sais pas, le titre LVMH, moi je veux l'acheter à 500 €, vous mettez un ordre limite, vous mettez une date d'expiration hyper longue. Sur Bourseau, je crois que vous pouvez mettre 6 mois maximum. Sur De Giro, typiquement sur le courtier, le CTO, vous pouvez mettre, il n'y a pas date d'expiration. En fait, des fois, ils clean les order books, et c'est même pas eux, c'est la bourse, c'est Euronext qui va cleaner l'order book. Mais donc, vous pouvez vraiment mettre un ordre qui va rester pendant un an dans l'order book. Et donc, vous êtes sûr que le jour où ça tape 500, vous achetez. Donc, peut-être qu'il y a une petite optimisation à faire. Si tu connais les niveaux de prix qui t'intéressent, mets des ordres limites et après, retourne dans le camion. Comme ça, tu fais autre chose, ou tu vas faire du sport, ou tu vas t'amuser avec tes amis. Mais t'as pas besoin de regarder tes alertes. Et donc, t'enlèves aussi un petit peu un biais. Ta stratégie de stock picking, elle est axée sur la croissance. Mon approche repose sur une sélection rigoureuse basée sur 6 critères clés. Croissance du chiffre d'affaires de 8 à 10% sur 5 ans, donc croissance moyenne, j'imagine, du chiffre d'affaires. Free cash flow, donc c'est le cash flow que génère le business avec son activité principale, avec une croissance annuelle de 8%. Des rachats d'actions réguliers ou au moins une stabilité du capital. Alors, rachat d'actions, moi, j'aime pas trop parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la boîte ne sait pas quoi foutre de son cash. Si moi, je rachète mes propres actions, ça veut dire que j'ai pas de projet de R&D que je peux financer. J'ai pas vraiment de dividendes que j'ai envie de verser. Et du coup, je fais ça pour rendre heureux mes actionnaires et artificiellement faire monter le prix. Je retire des actions du marché, en fait. Voilà. Moi, je préfère les entreprises qui investissent à fond dans la R&D pour préparer le futur. Mais bon, tu mets au moins stabilité du capital, c'est-à-dire qu'elles émettent pas de nouvelles actions trop souvent. Ok. Une marge nette d'au moins 10%, 20-25% pour la tech. Bah ouais, avec la tech, tu peux vraiment viser des marges énormes. Un return on equity ROE compris entre 15 et 20%, pardon, et un ratio dette nette sur EBITDA inférieur à 2,5 ou 3, sauf pour les rates qui sont des foncières cotées, bon, comme une SCPI mais cotée en bourse. Donc ça, vu de loin, ça s'appelle en fait growth at reasonable price. Donc c'est un mix entre l'investissement value et l'investissement growth. L'investissement value, c'est en gros acheter des titres sous-cotés. L'investissement growth, c'est acheter des titres qui peuvent être surcotés, mais c'est les titres qui vont faire l'économie de demain. Et donc typiquement, si vous faites que de la tech, vous êtes un investisseur growth. Et si vous achetez des bancaires ou des valeurs automobiles, vous êtes plutôt un investisseur value parce que là, il y a des sous-cotes. Dans la tech, il n'y a pas rien n'est sous-coté en ce moment. Tout vaut très très cher si on regarde vraiment les multiples. Donc là, tu es un peu entre les deux. Tu fais de la croissance, mais pas à n'importe quel prix. Donc c'est plutôt intéressant comme approche. Je privilégie les secteurs dynamiques, surtout aux États-Unis, et j'évite l'énergie et les utilities. Et utilities, c'est quoi? C'est EDF par exemple. Je conserve mes actions 15 à 25 ans, sauf si le management, les projets ou les critères ne me conviennent plus. C'est exactement comme ça qu'il faut investir en fait. On me demande souvent est-ce qu'il faut vendre son bitcoin quand il atteint 100 000? Bah j'en sais rien, votre conviction a changé, oui ou non? Si la conviction n'a pas changé, c'est pas parce que le marché vous donne 100 000 pour votre bitcoin que vous avez changé d'avis. Donc c'est pareil pour une action, c'est pas parce que le marché vous donne, j'en sais rien, 500 $ pour Tesla, bon ça, je sais pas combien ça vaut, 350 $ pour Tesla. Si vous avez une conviction forte que ça vaudra plus tard, vous le gardez. Après, si vous aviez une target de 350 et que vous étiez dit à 350 je vends tout, bah vendez tout. Mais si vous êtes là pour le long terme, ne vendez pas. Faites comme Warren Buffett qui garde ses titres pendant 20, 30, 40, 50 ans. Il les garde pour le super long terme. Après, des erreurs passées comme acheter des actions surévaluées, exemple LVMH, j'attends désormais les prix juste avant d'investir. Bah ça, typiquement, tu pourrais le faire en mettant des ordres limit buy. Tu pourrais juste poser les ordres qui t'intéressent et après aller faire autre chose. J'ai pour projet dans les mois à venir de lever de la dette pour investir en SCPI via Louvainvest. C'est des copains. Je ne veux pas d'immobilier physique tant que les lois ne changeront pas. Les lois en faveur des locataires, risque des impayés, des dégradations. C'est vrai que il y a un risque quand on est propriétaire, c'est que on peut se retrouver avec quelqu'un qui ne paye pas. C'est très dur de le déloger. En plus, il y a la trêve hivernale, il y a des recours. Enfin bref, c'est un enfer absolu. Donc, si vous avez déjà eu des biens locatifs et que vous n'avez jamais eu de problème, mettez-le dans les commentaires. Mais si vous avez des biens locatifs, mettez s'il vous plaît dans les commentaires les problèmes que vous avez eu. Alors, c'est pas forcément des locataires qui ne payent pas, mais à minima que les gens se rendent compte tout ce que vous avez pu avoir. Moi, j'ai eu dégâts des eaux, j'ai eu locataires qui ne payent pas, j'ai eu à peu près tous les problèmes possibles et imaginables dans le bâtiment. J'ai eu un syndic incompétent que j'ai dû virer. J'ai eu quoi? Des AG complètement lunaires on passe une demi-heure à essayer de se connecter à Zoom. Enfin, vous voyez, c'est un cauchemar en fait. J'ai eu des problèmes sur mon Airbnb, des conciergeries incompétentes. Donc, c'est hyper rentable l'immobilier. Par contre, c'est compliqué. Donc, faut bien en avoir conscience. Il n'y a pas que les locataires qui posent problème, il y a à peu près tout qui pose problème parce que c'est physique. Et du coup, les SCPI, là, ce qui est intéressant, c'est que, à contrario, tu payes des frais d'entrée, tu payes des frais de gestion, tu payes même des frais de transaction parfois. Par contre, tu ne gères rien et tu touches un loyer. Donc, c'est pas mal. Donc, ça peut être intéressant. Là, tu dis, les SCPI qui t'intéressent sont Comet, Remake Live et Hirokozen. Alors, Comet, je connais un peu moins. Mais bon, les deux autres, c'est des SCPI nouvelle génération, on va dire, puisqu'elles ne prennent pas de frais d'entrée. Ça veut pas dire qu'elles prennent pas de frais du coup. Donc, c'est une SCPI de Alderan qui permet d'investir dans l'immobilier européen. J'ai reçu le fondateur de Hiroko,
Je vais vous mettre le talk juste ici, comme ça vous pouvez aller voir ça. Les SCPI, on a couvert en long, en large, et je prépare une vidéo sur les SCPI, elle sera peut-être déjà sortie à l'heure où sortira cette analyse, mais c'est une classe d'actifs que moi j'aime bien. Attention, il faut juste faire attention à bien sélectionner les fonds parce que il y a à boire et à manger. Il y a 2-3 trucs qui sont vraiment pas très bons. Le reste de mon cash flow qui me reste à la fin de mois est en général réinvesti le mois suivant en bourse. Ok, que penses-tu de ma stratégie? Je suis en stock picking à 100% car beaucoup de banques pour des crédits lombards ne prennent pas en compte les ETF. Alors oui, c'est vrai que typiquement Bourso ne prend pas en compte les ETF sur le PEA pour faire un lombard, et d'ailleurs on va regarder tout de suite le produit lombard parce que je pensais à eux, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, My Lombard. Est-ce que c'est pas beau ce nom? My Lombard. Malheureusement, quels sont les comptes éligibles? Là vous allez voir, cool, bon le PEA, et après ils mettent pas les titres, mais c'est vrai que les ETF ne sont pas éligibles, donc il faut avoir des titres, c'est un peu bizarre, surtout qu'ils sont éligibles sur une assurance vie de mémoire, c'est un peu bizarre, mais il y a des banques, il y a plein de banques qui font du lombard sur des crédits, sur des ETF, hein. Ça existe, je l'ai vu plein de fois, on le fait chez Finari pour notre gestion privée, ça marche, mais il faut juste trouver l'abonnement. Allez, on regarde ton patrimoine, et du coup 105 000 €, toujours il n'y a rien qui a bougé, était très action, d'ailleurs on voit bien, regardez, là on n'est pas sur quelqu'un qui fait du gamble, on est sur quelqu'un qui tous les mois investit, forcément son patrimoine il monte. On est dans un marché haussier, donc ça amplifie la hausse, mais ça monte, et ça c'est beau à voir. Qu'est-ce qu'il y a dans les actions et les fonds? Alors déjà je vois des frais, ça j'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui paye? Ah, il y a une assurance vie qui coûte un peu d'argent, bon, à optimiser. Il y a un fonds Mirova sur lequel tu payes un peu de frais. Bon, ça n'a pas l'air très gros, mais en gros ton assurance vie, c'est quoi, ça se casse d'épargne, peut-être pas terrible. Allez, le compte titre, du coup c'est du gros at reasonable price, et donc là on voit, mon plus grosse position c'est Broadcom, fabricant de semi-conducteurs. Bon, voilà, je vais pas vous tourner autour du pot. Forcément, ils mettent IA dans le premier truc qu'on voit quand on va sur leur site, parce que en ce moment, c'est ce qui drive leur business. C'est une façon de s'exposer à l'IA autre que Nvidia et des boîtes qui sont ou Google. Ça peut être intéressant. C'est un peu comme ASML d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as ASML. Peut-être dans ton PEA. Ouais, tu l'as aussi. Donc ça peut être intéressant. Après, faut juste s'accrocher sur Broadcom parce que si on regarde le ratio price earning, donc le ratio cours sur bénéfice, bon, il est assez élevé en ce moment, et là je le vois, il est à 32. Donc là on voit le secteur, alors c'est le forward PE, c'est le PE sur le revenu à venir. C'est même pas le PE actuel, il est délirant, donc on va même pas le regarder. Donc là on est à x32 et on voit que tu vois Nvidia, eux ils sont à x47, Texas Instruments x38, mais on voit que le secteur en moyenne lui est à 17. Donc t'es un peu au-dessus. Après c'est une belle boîte, hein, c'est une belle boîte clairement. On va regarder son parcours en bourse, je pense qu'il est pas mal du tout. Donc voilà, donc là ils ont fait, ouais c'est dingue. C'est sur 5 ans 419%, sur un an ils font 72%. Alors c'est moins que Nvidia, hein, qui je crois fait plus 180% sur un an, quelque chose comme ça. Après ils ont fait un partenariat avec OpenAI pour réduire leur dépendance à Nvidia. Donc c'est clairement une boîte qui est intéressante et qui a l'air de bien correspondre à tes critères de growth at reasonable price. On voit qu'il y a du Visa, bon ça vous connaissez tous, Booking Holdings, c'est booking.com, BlackRock. Moi j'aime pas trop les sociétés, j'aime pas trop les titres des gérants d'actifs parce que généralement il y a une énorme décote et ça vaut pas très cher en fait, ça marche pas très bien comme boîte. MSCI, c'est ceux qui font tous nos chers indices. Home Depot, ok, on va regarder ce qu'il y a dans le PEA. On voit que les perfs sont bonnes, hein. Franchement, pour l'instant il y a rien à dire, son stock picking est très bon, il y a juste aucune ligne dans le rouge. Alors peut-être qu'il les a vendus, vous me direz, mais c'est pas grave. Si tu vends une ligne à perte sur un compte titre, tu peux stocker la moins-value pendant 5 ans et venir l'opposer à une plus-value future. Donc par exemple, mettons que tu fais 1000 € de moins-value sur un titre, tu stockes cette moins-value et le jour où tu vas vendre par exemple ton Visa, tu vas annuler la plus-value Visa avec la moins-value que tu avais stockée et donc tu ne paieras pas d'impôt. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc si tu as perdu la conviction sur un titre, vends-le, mais surtout reporte la moins-value. Et le fisc ne le fait pas pour toi, ça faut que tu le fasses toi, donc ne l'oubliez pas. PEA, intéressant, donc du LVMH, on voit que tu es rentré un peu tôt, tu nous dis que tu es rentré à 739, actuellement on est à 593, bon voilà, hein, le luxe s'est fait un peu ouvrir parce que ça ralentit un peu de partout, notamment en Chine. ASML, ASML c'est vraiment la boîte star des semi-conducteurs puisque c'est le vendeur de pelles des vendeurs de pelles, si vous voulez. C'est vraiment celui qui fait les machines pour construire les circuits imprimés, c'est de la folie, c'est un savoir quasiment unique au monde, il y a 3 boîtes de mémoire qui peuvent après faire la même chose, mais ASML est vraiment le leader, c'est une boîte européenne, Pays-Bas. Mais c'est vrai qu'ils se sont fait sanctionner parce qu'ils ont fait notamment des trucs hallucinants, ils ont publié leurs résultats un jour trop tôt par rapport à la date de publication officielle et donc ils ont été attaqués évidemment par des actionnaires, plus ils ont réduit leur prévision de croissance, donc ça le marché a sanctionné tout de suite. Donc là ils sont à moins 26% sur 6 mois et si on regarde sur un an, ils sont à c'est livré à sur un an. Ils sont quasiment revenus au point de départ de l'année dernière. Si on superpose ça et Nvidia, c'est 2 salles, 2 ambiances, mais vous voyez, voilà, les semi-conducteurs c'est très volatile. Après moi j'ai un peu du mal avec les semi-conducteurs parce que pour moi c'est des boîtes qui marchent très bien en début de cycle, c'est quand tout le monde va acheter des semi-conducteurs justement pour construire ses GPU etc. et ses data centers. Là je sais pas si ça va vraiment
vraiment continuer à cartonner. Ce qui est sûr, c'est que le prix actuel est un point d'entrée intéressant. D'ailleurs, c'est ton point d'entrée à toi. À voir si tu as la conviction. Après, c'est une boîte qui est méga rentable, etc. Mais bon, vu que tu fais du stock picking, tu as envie de largement battre le marché. Et là, on voit que tu as un truc intéressant aussi. Tu as du Air Liquide avec la prime fidélité PF26. Et ça, vraiment, bon, j'en ai parlé en long, en large, j'en parle dans mon livre aussi d'ailleurs. Mais il y a plein de boîtes qui donnent des avantages. Il y a notamment Lint. Bon, ça, je vous le montre parce que c'est quand même drôle. Lint, l'action vaut 100 000 francs suisses. Mais si vous êtes actionnaire, donc si vous avez une action qui vaut 100 000 francs minimum, vous avez, comme ces messieurs-là, la fameuse boîte Lint qui est juste dingue avec, alors je sais pas si c'est celle-là, mais en gros là vous voyez le truc. Vous repartez avec cette superbe boîte collector que seuls les actionnaires qui se rendent physiquement à l'assemblée générale peuvent avoir. Mais vous pouvez avoir cette superbe boîte. Bon, moi personnellement je préfère avoir des actions gratuites que du chocolat, et c'est ce qui est proposé par Air Liquide. Donc vous avez toujours 3 choix, soit vous êtes au porteur, et ça c'est de base, si vous avez votre PEA sur Bourseau, j'en sais rien, ou n'importe où, vous êtes au porteur généralement. Sauf si vous l'avez demandé explicitement à être au nominatif administré, donc là vous allez être dans le cas où vous êtes inscrit dans le registre via l'établissement financier, donc via ce qu'on appelle un prestataire de services d'investissement, ou alors vous avez carrément un compte titre en direct chez Air Liquide. Vous pouvez aussi faire ça, mais franchement je vous le recommande pas. Autant passer par votre plateforme habituelle. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez avoir des dividendes bonus, donc 10% en plus, et vous pouvez avoir des actions gratuites 10%. Donc ça c'est cadeau, profitez-en à fond. Si vous croyez dans Air Liquide, let's go. Par contre, faut faire les démarches, et donc il y a quelques trucs à remplir. De mémoire, on peut le faire en ligne sur certains providers. Ça reste très intéressant parce que vous avez vraiment une prime de fidélité et ça augmente la perf. Mais du coup, est-ce que ta stratégie elle a du sens? Bah écoute, pour l'instant, on va faire le bilan et on va regarder ta perf à date. Bah tu fais 30%, tu as commencé à investir. Alors 2022, c'est le moment où actuellement ta plus-value latente est de 30%. Maintenant, ce que j'ai regardé, c'est s'il y avait des ETF qui faisaient du growth at reasonable price. Tu te rappelles, c'est un équilibre entre faire de la croissance et faire de la value. Bah j'en ai trouvé un qui s'appelle, c'est le Invesco Growth at reasonable price. Enfin, je sais plus comment il s'appelle exactement. Voilà, le Invesco GARP Growth at reasonable price S&P 500 ETF. Alors il est que S&P 500, hein, faut préciser. Et donc bah vous l'avez là à l'écran. Donc je vous ai mis en bleu le GARP, le S&P 500 GARP, donc Growth at reasonable price, donc notre fameux ETF. Je vous ai mis le S&P 500 SEC et je vous ai mis le Nasdaq aussi pour que vous ayez vraiment tous les trucs. Et donc là on passe, donc j'ai pris sur un horizon assez long. Je crois qu'on peut remonter jusqu'en, ouais c'est long, ça date 2012. Regardez 2012. Et ben entre 2012 et aujourd'hui, en 12 ans, le GARP il fait plus 464%, le S&P 500 il fait plus 369%, bon le Nasdaq il explose tout, 847%. Bah, j'ai envie de te dire, mon ami, est-ce que tu fais mieux que sur un an? Attends, il fait combien? Tu vois, le GARP sur un an pour le coup il fait moins bien. Je pense que sur un an tu bats le GARP, par contre sur 5 ans il est quand même très très fort. Il est quand même très très fort, bon il sous-performe aussi le S&P 500, c'est vraiment sur les durées longues qu'il arrive à battre le S&P 500. Donc tu pourrais te dire que actuellement, on va quand même regarder depuis 2022, parce que c'est ça ton compte à toi, 2022, hop. Depuis 2022, il fait quand même mieux que toi, hein. Parce que toi tu fais plus 30%, lui il fait plus 39%. Bon, donc a priori tu fais moins bien que le marché, tu fais moins bien que le S&P 500, ça c'est sûr. Tu fais aussi moins bien que l'ETF qui fait la même stratégie que toi, mais en automatique évidemment. D'ailleurs on peut regarder ce qu'il y a dedans, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille de notre ami le GARP, hein, tu vois, Conoco, United, Nvidia. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu moins sexy que des belles boîtes tech, hein. United Airlines, ça fait rêver personne, c'est une compagnie aérienne, mais en attendant, ça répond aux critères de gross at reasonable price. Et on voit que la tech est beaucoup moins lourde, elle fait que 17%, alors que l'énergie, elle est vachement surpondérée parce que, bah évidemment, elle est généralement pas très chère. Enfin, en tout cas, en ce moment, elle est un peu moins chère. Donc, tu fais moins bien que l'indice. Tu pourrais tout à fait faire fi de tout ça et acheter un ETF qui ferait le travail à ta place. Tu aurais 2 avantages, c'est que tu paierais beaucoup moins de frais de transaction, parce que là, à chaque fois, tu payes des frais, tu payes 1 euro, je crois, sur Trade Republic. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même pénible. Et tu aurais moins de questions à te poser. Sur le PEA, bah, il serait pas éligible, cet ETF. En tout cas, j'en ai pas vu qui était éligible, faudra regarder. Donc, pourquoi pas faire du stock picking, ou tout simplement, pourquoi pas acheter du S&P 500 sec. Et pour moi, le lombard, encore une fois, la vraie question que je pose, c'est pourquoi tu veux un lombard? À quoi ça va te servir? Je suis pas sûr de voir tout de suite l'intérêt. Sur ta partie SCPI, je trouve ça intéressant comme raisonnement. Pour moi, il y a une chose que tu pourrais faire qui correspondrait parfaitement à ton objectif d'avoir du revenu passif, c'est de faire de la SCPI avec du démembrement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, allez, on va faire une petite pub pour nos amis de Louvre Invest. Ils nous ont fait un superbe truc qui s'appelle l'Open Data. Le démembrement, c'est assez simple, c'est qu'en fait, on va séparer la propriété et l'usufruit. Et donc voilà, c'est ça. Là, ils utilisent des termes, ils sont horribles, mais voilà, c'est ce schéma que j'aime bien. Donc tu vois ici, tu as la pleine propriété, en fait, on va la diviser entre l'usufruit, donc c'est celui qui touche les loyers concrètement, et c'est le nu propriétaire, celui qui est propriétaire vraiment du titre. Et donc toi, tu vas juste être nu propriétaire, tu ne vas pas toucher de revenus pendant une certaine durée. Et donc ça, c'est la clé de démembrement qui va définir combien de temps, et c'est toi qui peux choisir. Mais il y a des clés de démembrement qui sont plus intéressantes que d'autres. Et au bout d'une certaine durée, on va reconsidérer
reconstituer la part et donc là, à ce moment-là, tu vas retoucher des revenus. Et donc l'avantage, c'est que toi, tu vas avoir une décote, c'est-à-dire que tu vas avoir 20-25% de décote sur le prix de souscription de la SCPI parce que tu vas faire une croix sur les revenus pour une certaine durée. Et en fait, en face, c'est une société qui va généralement vouloir faire travailler sa trésor, qui va acheter que l'usufruit. Et donc cette société, elle va investir 100 000 et elle va avoir l'usufruit. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez même faire si vous avez une holding, vous pouvez acheter la nue propriété et l'usufruit. Donc en fait, vous faites les deux côtés de l'opération, vous faites travailler la trésor de votre holding et vous achetez en perso la nue propriété. Et donc à la fin du démembrement, on reconstitue la part et vous commencez à toucher des revenus. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, tu ne vas pas être fiscalisé maintenant, tout de suite, pendant la durée du démembrement, puisque tu ne touches pas de revenus. Par contre, dans 5 ans ou dans 10 ans, ou je sais pas quand tu voudras avoir les revenus, là tu commenceras à payer de la fiscalité, mais par contre, tu auras une décote, donc tu auras acheté plus de parts. Et donc, ce qu'a fait Louvre, et je vais vous mettre le lien dans la description, ils ont fait un tableau qui permet de trouver la meilleure clé de démembrement par SCPI en fonction du TRI. Et donc, moi, ça m'intéresse ça parce que je veux que vous gagnez de l'argent. Et donc, il faut regarder tout de suite les clés de démembrement les plus intéressantes et le TRI le plus intéressant. Et donc, vous vous rendez compte que par exemple, allez, j'en prends une au hasard. Je prends Remake Life par exemple, et là, je vois la clé de démembrement. On la voit ici. On voit qu'il y a une clé qui commence à partir de 5 ans. À 5 ans, on a une décote de 21%, donc on paye 79% de la valeur de la part. Donc ça paraît un peu bizarre tout ce que je raconte, mais une fois que vous aurez compris, ce sera assez simple. Donc si la part vaut 100, là moi je vais payer 79 si j'achète la nue propriété. Ensuite, si je la démembre sur 6 ans, je paierai 75, 50, etc. Et donc on voit que le TRI, le taux de rendement interne de l'opération, c'est le plus élevé si j'achète sur 5 ans. Là, Louvre nous a fait gentiment les calculs. On voit que par exemple sur Sophie Dynamique, c'est pareil. C'est pas forcément en achetant la clé de démembrement la plus longue, 15 ans, qu'on est le plus gagnant. On est le plus gagnant en achetant la plus courte, 7 ans. Hiroko Zen, il y a quoi sur Hiroko Zen? Elle est là, Hiroko. Là, on voit que la plus intéressante, la clé, tiens là, c'est marrant, c'est pas 3 ans, c'est pas la plus courte, c'est 5 ans aussi. 4,83. Donc, évidemment, il faut choisir les bonnes SCPI, il faut choisir des SCPI qui ont les bons fondamentaux, etc. Je vous mettrai le lien vers la vidéo SCPI si elle existe déjà ici. Là, j'explique mes critères, mais en gros, il faut prendre des SCPI qui sont diversifiés, il faut prendre des SCPI qui ont un vrai track record, qui ont prouvé qu'elles savaient gérer, avec des frais raisonnables, avec une maison qui a une bonne réputation. Il y a plein de choses à regarder, vous pouvez prendre des SCPI étrangères aussi. Mais toi, ça pourrait être intéressant de faire du démembrement parce que du coup, t'achèterais maintenant, t'aurais pas de revenus pendant un certain temps, mais t'as pas besoin de plus de revenus maintenant, mais par contre, dans 5 ans, t'aurais du coup plus de revenus que ce que t'as investi. Et ça, tu peux le faire avec Louvre, tu peux le faire avec n'importe quel CGP pourra te faire ça, même en direct avec la société de gestion. Et après, tu peux te leverager sur ça, c'est juste qu'il faudra rembourser le crédit, tu peux faire un crédit conso, tu peux faire un crédit IMO. Généralement, les crédits IMO, c'est un peu plus dur à obtenir parce que les banques aiment pas trop te prêter, sauf quand elles vendent leurs propres SCPI qui généralement sont pourris. Donc ne faites pas des SCPI bancaires, faites que des SCPI de vrais gérants de SCPI. Et si vous êtes inscrit sur Finari, d'ailleurs, vous pouvez aller dans la partie analyse. Alors ici, on va pas le voir, si on va le voir, partie analyse. Et là, en bas, là, hop, vous avez les SCPI les plus populaires. Allez, je vous offre les 3 premières, Remake, Épargne-Pierre et Quorum. Et là, vous allez voir dans quoi investissent les membres Finari. Et encore une fois, suivez l'argent et vous aurez la vraie opinion des gens. En tout cas, très beau profil, franchement, bravo, parce que t'as déjà 100 000 euros de patrimoine en 24 ans. Moi, j'avais pas ça, donc ça allait très vite pour toi. Maintenant, ta stratégie de stock picking, tu sous-performes le marché, donc pose-toi la question si ça vaut vraiment le coup. Je pense que le Lombard, j'ai l'impression que c'est flou, tu sais pas vraiment pourquoi tu le veux. Je suis pas sûr de peut-être que tu peux me le dire dans les commentaires si j'ai raté quelque chose. La SCPI, intéressante potentiellement avec du démembrement si tu veux pas des revenus immédiatement, et en plus, ça va éviter du frottement fiscal. Mais sur le reste, franchement, c'est tout propre. Peut-être privilégier le PEA au compte titre parce que t'as encore de la marge et que tu peux encore le remplir. Pour le reste, rouler jeunesse et très beau profil, très bonne inspiration. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça vous a aidé aussi. Si vous voulez que j'analyse votre profil, le lien est dans la description. Vous postulez toutes les semaines, on sélectionne un profil comme ça. Vous prenez votre petit déj, j'analyse le profil, je fais tout le boulot et vous pouvez mieux investir votre argent. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite.